Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Saga Africa en plein cœur de Bamako cette fois-ci. Alors avant de vous faire découvrir la ville, j'aimerais vous amener à la rencontre d'un créateur de bijoux et sculpteur béninois installé à Casablanca. Paulin Bedou s'est fait connaître par l'originalité de ses parures, de ses accessoires et de ses sculptures. Très sollicité dans le monde de la mode et du design, il va de l'un à l'autre sans la moindre difficulté, avec toujours plus d'inspiration. Je vous laisse voir. Plaqué or, corail, pierres précieuses et des formes qui semblent tout droit sorties d'un film futuriste. Les bijoux de Paulin Bedou s'apparentent à des sculptures et ces sculptures sont de véritables bijoux. Arrivé de Paris il y a quelques années, le créateur a trouvé au Maroc de nouvelles inspirations, mais sa philosophie est restée la même. Pour moi, le bijou, c'est un accessoire pour la femme. Mais au-delà de l'accessoire, il est fait pour la mettre pour l'amplifier, je dirais presque pour la déifier, en tout cas pour faire ressortir le meilleur d'elle-même. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que lorsque mes bijoux, on les voit comme ça sur un buste, ils donnent un certain effet, on voit surtout l'objet. Mais lorsque il est concrètement apposé sur le cou d'une femme, d'une personne, là, la pièce devient autre chose. En fait, c'est pas la pièce qui se révèle, c'est la femme qui, je l'espère, se retrouve amplifiée. En ce moment, je travaille sur la sculpture d'un arbre. Pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose, mais au final, ce sera la branche d'un arbre qui s'ajoutera sur un arbre qui sera entièrement fabriqué de métal plaqué or. Le métal, c'est du cuivre. Il y aura également un mélange de bois. C'est une partie que je ferai avec un sculpteur ébéniste de très grand talent qui se prénomme Jamil Benani. Et voilà. Bon. Il va vous falloir beaucoup d'imagination pour pouvoir saisir ce que je souhaite que ça devienne au final. Mais bon, c'est ce que je fais en ce moment. Imagination, c'est le mot, et Paulin Bedou n'en manque pas. Chaque pièce naît d'une vision ou d'une histoire dont il est l'inventeur. Je crée une première trame qui ressemble, qui est plutôt cette partie-là du travail. Et ensuite, cette trame, je la travaille. Je fais des spirales, une après une, que j'incruste à l'intérieur de la première trame. On peut donc considérer cette partie-là comme le squelette et cette partie-là comme la chair et la peau. Tout ce que je fais, je le fabrique à la main. Il n'y a pas de soudure, c'est uniquement par martelage et par pression. Mes matières, je les fais plaquer. Je les fais plaquer or, pas par goût pour le précieux, mais c'est surtout parce que l'or, la réfraction de l'or, c'est juste considérable. Ça donne beaucoup plus de volume et d'énergie à une création, grâce à la réfraction de la lumière. Des bijoux pour sublimer les femmes et des sculptures pour magnifier nos intérieurs. Voilà les deux principaux socles de son activité. Le bouche à oreille lui a permis de se faire connaître et d'être sollicité pour de plus gros travaux. Les gens aiment l'originalité de ses œuvres et leur côté grandiose. Je suis arrivé par l'intermédiaire d'une amie. J'avais une boutique dans le 2e arrondissement de Paris, dans laquelle je l'ai rencontrée. Et à de nombreuses reprises, elle a insisté pour que j'organise une vente privée chez elle. Et un jour de l'an, j'ai accepté. Je m'y suis rendu. C'était génial, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai adoré le climat, j'ai adoré les gens, j'ai adoré l'ambiance et une graine a commencé à éclore et du coup, je suis encore là en fait. Je suis toujours pas parti et c'est un pays que j'adore. C'est un petit peu comme une relation d'amour qui s'est mise en place. Les premiers temps, on se dit soyons légers. Et au final, on ne peut même plus se séparer. Et là, ça fait 6 ans. Donc, si par exemple, on me demandait, Paulin, est-ce que tu te vois partir du Maroc ? Impossible. Et même si j'en partais, 5 ans de ma vie, plus de 5 à 6 années de ma vie se sont construites ici. Casablanca-Rabat.
Paulin fait souvent les va-et-vient entre ces villes pour rencontrer ses clients ou finaliser ses conceptions. Aujourd'hui, 2 rendez-vous l'attendent dans la capitale. Le premier, dans une boutique au Quai des Créateurs, et le second, chez un designer très en vogue. Oh, ça va? Ouais, écoute, pas trop en retard là? Non, ça va. Tu vas bien? Ça va, ça va. Assis-toi. Alors? C'est bonne route et puis la nouvelle collection. Ouais. Je t'apporte. Des merveilles, comme d'habitude. J'espère. Beaucoup de pierres. Paulin n'en est pas à sa première exposition à la Villa Houda. Il fait partie des artistes fétiches de la propriétaire. De nombreuses ventes privées ont pris place entre ses murs et notre créateur n'a presque jamais manqué à l'appel. Au milieu de toutes ces pièces d'art, il est dans son élément et c'est avec beaucoup d'éloquence qu'il explique l'objet de ses derniers travaux. Car ne l'oublions pas, derrière chaque parure, il y a une histoire qu'il se fait un plaisir de raconter. J'ai ramené environ une vingtaine de bijoux que je crée moi-même à la main. Ils sont constitués de cuivre que je fais plaquer or, blanc, jaune ou rose selon les envies. Et là, je les ai apportés afin d'organiser une vente privée qui aura lieu ce week-end, en fin de semaine. C'est le moment d'agencer ses bijoux, mais avant de s'y mettre, Paulin fait d'abord le tour du magasin. Il s'intéresse énormément à l'artisanat. Pour ce qui est de sa propre exposition, il a apporté des colliers, des boucles d'oreilles, mais aussi des minaudières pour ses dames. Personne n'a le droit de les disposer hormis lui. C'est à ce niveau que commence la mise en valeur du travail, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble aujourd'hui. J'aime beaucoup travailler avec elle parce qu'en fait, ça se passe de façon très très simple. On est quasiment autant amis que partenaires. 4 ans pour moi, c'est un signe. Ça veut dire que les choses ne peuvent que normalement continuer à bien se passer. Et cette relation me convient tout à fait, quoi. Un avis également partagé par Sandrine Taillefer. Mon activité consiste à dénicher des créateurs atypiques, à les mettre en valeur dans nos boutiques. Et Paulin est un de nos talents préférés, un de nos créateurs préférés, parce qu'il fait des choses incroyables, notamment des bijoux, maintenant des sculptures en plus aussi, certaines assez monumentales. Et on est très fiers de l'avoir dans notre équipe. Par hasard, en surfant sur Internet, j'ai découvert une bague somptueuse. Et j'ai tout fait pour connaître le créateur, en fait. Voilà, je suis une vraie tête chercheuse et j'ai réussi à le trouver. Il était sur Marrakech à l'époque. Et voilà, j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir dans ma team. L'agencement se poursuit méticuleusement, pièce par pièce et selon un ordre bien précis. Faut que ça brille, faut que ça en jette. Il est là le secret. La majeure partie de son travail s'inspire de la nature. Le feu, l'eau, la terre et des torsades infinies pour rappeler que tout n'est qu'un éternel recommencement. Le cycle de la vie en somme. Une première cliente s'invite dans la boutique à la recherche d'accessoires atypiques. Très vite, elle est intriguée par les formes et les matériaux utilisés. Je voulais savoir, c'est du corail ou du bambou de... En fait, c'est du bambou marin. Le bambou marin, c'est du corail végétal. Parce que comme vous le savez, le corail animal, on n'a plus le droit d'y toucher, les fonds marins ont été pillés. C'est exactement la même chose, c'est un calcaire comme celui du corail animal, seulement que là, c'est un corail végétal qui ne pose pas problème à être récolté. Et qui a quasiment le même aspect en plus, donc c'est plutôt sympa. D'accord. Et là, c'est du cuivre recouvert de plaqué or, c'est ça? En fait, oui, c'est du cuivre qui est plaqué or par électrolyse, comme n'importe quel type de plaquage. Celui-ci est plaqué or jaune. Je peux également le faire plaqué or rose ou plaqué or blanc, selon les goûts. D'ailleurs, je propose à mes clients de repasser 2 fois par an, ce qu'ils ne font jamais, pour changer la couleur ou rénover leur couleur. Mais en général, la patine qui vient avec le temps leur convient. D'accord. Et c'est possible de laisser le cuivre nu? Oui, mais je ne le recommande pas du tout. La magie semble opérer. C'est beau, c'est différent et plutôt écologique. Qui n'aimerait pas? Mais ils sont très bien en fait, c'est très artisanal. Moi j'ai été subjuguée par le bambou marin. Je pensais que c'était du corail parce qu'en apparence c'est exactement le corail. Sauf qu'en plus il respecte la nature, donc c'est écologique. Tant mieux d'ailleurs, ça me rassure, mais ça garde le même aspect.
Avant le prochain rendez-vous, un break s'impose. Le jeune homme a toujours besoin de se ressourcer au milieu des espaces verts. Je suis assez sensible aux questions environnementales, dans le sens où aujourd'hui, et même avant, on a toujours été en vie. On vit sur une planète qui bat avec nous, qui bat avec notre cœur, et pourtant, très souvent, on s'en éloigne. Je pense que c'est sociologique, ça. Nos villes ne nous apportent pas, nous privent de ce lien. Et bon, j'ai la chance lorsque j'étais petit, de vivre en campagne. J'ai grandi en Normandie, en France, et il y avait toujours eu beaucoup de forêts autour de moi, beaucoup de nature. Et je ne peux pas me priver de ce lien. Alors j'ai du mal parfois à comprendre pourquoi on ne le met pas plus en valeur, parce qu'on en a tous besoin. Mais malheureusement, nos sociétés ne fonctionnent pas dans ce sens-là, quoi. Ces grands arbres et cette végétation l'apaisent et lui donnent même de nouvelles idées pour ses collections à venir. Bon nombre de ses sculptures intègrent des morceaux de bois récoltés lors de ses excursions. Parfois, c'est tout simplement une image qui reste gravée en lui et qu'il a par la suite envie de reproduire à sa manière. Il y a une autre activité que je mène souvent quand je vais en forêt, c'est ramasser des bouts de bois. Et là, j'avoue, c'est pas tant lié à la nature, plutôt lié à mon travail. Je les retransforme, j'en fais des totems, des colliers. Et les gens adorent. Ils voient tout de suite un côté mystique que je n'ai même pas recherché. Et en réalité, je crois que c'est juste la nature. La nature est mystique. Et lorsque l'on l'habille, et lorsqu'on la met en valeur, eh bien, ça séduit. Ça séduirait n'importe quel humain. La récolte a été bonne, c'est l'heure de partir. Direction l'atelier d'un autre créatif, spécialisé dans le mobilier, celui-là. Quand il ne crée pas des bijoux, Paulin Bedou sculpte. Là encore, avec un haut degré de fantaisie. C'est dans le cadre de cette activité qu'il a fait connaissance avec Jamil Benani, un architecte d'intérieur et designer très sollicité dans le milieu. Devenus amis, les deux hommes n'ont pas tardé à fusionner leurs talents respectifs. Quand les grands esprits se rencontrent, cela donne forcément quelque chose d'exceptionnel. Paulin aime le bois, Jamil sait le travailler. La base d'une collaboration était posée dès le début. Alors ce qui devait arriver arriva, en bonne et due forme. Ma première rencontre avec Paulin, elle a été faite lors d'une des visites dans une galerie. J'ai vu son travail, qui m'a impressionné de par son énergie qu'elle dégageait. C'était des bijoux faits avec du fil argenté plat, entrelacé. Très très belle énergie. Et puis bien sûr le mouvement, en fait, pour moi, c'était plus sculptural que des objets en fait à porter. Bon, ça peut être les deux, bien sûr, ou bien au contraire. Et de là, j'ai posé la question, bien sûr, simplement qui était le créateur. Il était devant moi. Premier regard, première connexion. Et ce qui était le plus génial, justement, c'est cette poignée de main. Présentation, Paulin, Jamil. La connexion était instantanée. Voilà, une symbiose d'énergie très forte. On a commencé à parler, il a parlé de sa passion, j'ai parlé de la mienne. De là, automatiquement, notre histoire allait s'installer pour faire des choses ensemble. Passage obligé par l'usine où Paulin découvre les derniers projets en cours de son ami. L'autre raison de sa venue ici, c'est ce fameux arbre qu'il est en train de confectionner à Casablanca. Plutôt haute, la sculpture nécessitera un socle digne de ce nom et l'expertise de Jamil Benani sera plus que bienvenue pour mener à bien la mission. Ayant déjà collaboré avec lui, l'architecte d'intérieur sait dans quel sens il faut aller et les proportions à respecter pour obtenir un bel équilibre entre le haut et le bas. Et ces conseils ont toujours été très judicieux, surtout que là, c'est une sculpture qui monte assez haut. Et ces conseils me sont quasiment indispensables avant de me lancer dans cette aventure. Donc cette sculpture sera un arbre. C'est un arbre que je vais réaliser toujours avec ma matière, du cuivre plaqué or jaune pour celle-ci. Et je vais faire en sorte qu'elle soit à la fois l'arbre, mais que ce soit également un arbre animé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait comme une sorte d'explosion d'énergie végétale le concernant. Ce sera aussi un arbre luminaire. Sur les feuilles, j'y apposerai des bougies pour qu'il soit lumineux. Chaque fois que ces deux-là se retrouvent, le temps n'a plus vraiment d'importance. Leur passion du design l'emporte sur tout le reste.
Les meubles, la décoration, les nouvelles tendances, les nouveaux matériaux, tout y passe. Comme dit le proverbe, trouvez un métier qui vous plaît et vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie. Après, il y a évidemment des délais à respecter. J'en aurai pour environ 2 mois et demi, 3 mois. Ensuite, tout dépend de la matière, tout dépend de l'envie. L'envie est grande, mais parfois, vous savez, on a des légères périodes d'accalmie où il faut se ressourcer pour repuiser des idées. Donc, je ne sais pas combien de temps la recherche d'idées continuera en intervalles réguliers. Mais en tout cas, pour ce qui est du travail, mis bout à bout, ça ne prendra pas plus de 2 mois, 2 mois et demi. La visite s'achève dans le showroom où Paulin peut apprécier le travail fini. Des meubles qui lui parlent, des couleurs élégantes et des lignes qui ne sont pas sans lui rappeler ses propres créations. Les deux amis se retrouvent dans ses courbes et ses arrondis. Pour ce qui est de l'arbre lumineux, la question est réglée. Paulin sait exactement ce qu'il va faire et comment. Ce sera laborieux, comme tout ce qu'il entreprend, mais aussi très spécial. Est-ce qu'il stresse un peu ? La réponse est sans équivoque. Si l'on n'est pas stressé, on ne grandit pas. Le stress, c'est ce qui nous fait avancer. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait avancer, clairement, oui. Retour à Casablanca. Autre ambiance, autre tête. Le jeune créateur apprécie particulièrement ce lieu où il se rend presque chaque semaine. Il aime le cadre, la musique, et c'est aussi l'occasion de se poser avec ses copains. Pour Paulin, c'est ça, Casablanca. Une ville où l'on alterne entre rush et plaisir. Après le boulot, il y a toujours un endroit où aller, une activité sympathique à faire. Dans son cas à lui, c'est prendre un pot en bord de mer. Alors, on s'est rencontré à un événement qui s'appelait le Souk des jeunes créateurs. Paulin était un des exposants, il exposait ses sculptures, ses créations, et moi j'étais un des DJ qui animait l'événement. On s'est rencontrés là-bas. Depuis, on est devenus à peu près inséparables puisque on échangeait énormément dans tout ce qui est musique, puisque moi je lui partage un peu sur ma musique. On est tous les deux très cinéphiles, donc on regarde pas mal de films ensemble, beaucoup de science-fiction. Paulin c'est un fan de manga, moi aussi un peu, enfin, et on se voit assez souvent, c'est-à-dire quand il y a un événement, il vient me voir jouer, lui quand il a une expo, je vais le voir. On a des échanges un peu critiques, puisque moi je suis dans la musique, lui il est dans la sculpture, donc c'est un peu 2 domaines un peu différents, mais en même temps connectés, donc voilà. Dès que je fais un nouveau morceau, je lui envoie, il me donne son avis, lui dès qu'il fait une nouvelle sculpture ou un bijou, il me demande mon avis, et c'est une amitié assez sincère. Il est aussi question de joindre l'utile à l'agréable. Une exposition se prépare au Cabestan et Paulin fera partie des artistes mis en avant par le management. Paulin est un habitué, il va à toutes nos soirées, tous nos événements DJ. C'est un gros connaisseur de musique, c'est ce que j'aime chez lui. Il aime découvrir. Et on s'est rencontrés dernièrement, on s'apprécie mutuellement. J'ai beaucoup observé et j'aide beaucoup les artistes, les jeunes créateurs et tout. Et pour cela, on va faire une vente privée dans notre galerie éphémère qu'on va créer ici au Cabestan. Après l'été sûrement. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son courage, pour son combat, et j'aimerais beaucoup le pousser. Entouré d'amis au soutien inconditionnel, Paulin fait son petit bout de chemin, nul doute là-dessus. J'aime venir ici pour le cadre, on se croirait toujours en vacances. Pour la musique, le personnel, les gens qui tiennent l'endroit sont des amis à moi, donc j'y suis toujours très bien reçu. C'est un endroit que j'apprécie pour toutes ces raisons-là, et en plus, je vais y exposer très certainement d'ici à la fin de l'année, une vente privée autour de mes collections, de mes sculptures. Donc c'est un endroit qui est très vivant, qui favorise également l'éclosion d'artistes, principalement au niveau de la musique, parce qu'on est quand même dans un endroit festif. Mais c'est aussi un endroit qui fait la promotion d'artistes pluridisciplinaires comme moi, qui fabriquent des sculptures, des bijoux, des meubles et autres. Nous y voilà. Dernier meeting d'une journée bien remplie. Avec l'activité qu'il s'est choisie, Paulin Bedou met son grain de sel un peu partout. Les bijoux, l'architecture d'intérieur, le design et la mode, forcément. La tendance est aux vêtements rock'n'roll intégrant des touches métallisées ou de la pierrerie, et c'est tout à fait lui. Avec sa partenaire de crime, la styliste Angéline d'Angelser, les occasions ne manquent pas. Elle crée des vêtements qu'il peut ensuite accessoiriser à sa sauce. Les résultats sont recherchés, audacieux et inédits, au grand bonheur de leur clientèle. Il m'arrive de collaborer assez régulièrement avec des stylistes sur des demandes assez
assez particulières, toujours particulières à leur création. Ça peut être des ceintures, ça peut être des incrustations, ça peut être de la broderie, ça peut être différentes choses, bien entendu des broderies métalliques, ça peut être aussi pour tout simplement des accessoires, des boucles d'oreilles, des colliers, des plastrons qui iront avec les tenues présentées par les stylistes. Donc c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement. On avait exposé Paulin l'été dernier dans le cadre d'une soirée où ses bijoux étaient mis à l'honneur pour le plus grand plaisir de notre clientèle. Et ça a été exposé ensuite pendant un petit mois où nos clientes pouvaient revenir choisir et aussi créer avec lui du bijou sur mesure à la demande. Parures, vêtements, sculptures, tableaux muraux, Paulin est à l'aise dans tout et n'a pas fini de découvrir son potentiel artistique. Comme il se plaît à le dire, le Maroc est une terre d'inspiration et lui, un explorateur insatiable. Ils sont environ 600 Marocains à résider au Mali. Halima et Lamia en font partie. La première est propriétaire d'un restaurant marocain en plein cœur de Bamako. La seconde s'est investie dans les BTP. 2 femmes, 2 parcours, 2 univers, mais surtout un courage exemplaire. Regardez. Bienvenue au restaurant Le Marrakech. Sa propriétaire actuelle, Halima Mzaouline, n'est pas originaire de la ville ocre, comme on pourrait le croire, mais de Rabat. Mariée à un Malien qu'elle a rencontré chez elle dans les années 70, cette femme de caractère s'est décidée à suivre son époux à Bamako en 81. Nouvel environnement, nouvelle vie, des défis tout azimuts, mais cela ne l'intimide pas pour autant. Halima est déterminée à venir à bout de toutes les difficultés pour le bien de sa famille. C'était pas facile pour moi quand il m'a dit qu'il va rentrer au pays. Là, j'ai hésité, mais un beau jour, j'ai dit, bon, il vaut mieux qu'on rentre, on s'installe là où il y a notre pain, comme on dit. Donc, c'était ça. C'était pas facile pour moi. Mais alhamdoulilah, là où on est maintenant, ça va, alhamdoulilah. J'ai mes 3 enfants qui sont rentrés et ça va. Quand je suis venue à Bamako, le Bamako d'avant et le Bamako d'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Par exemple, maintenant, on voit des immeubles, on voit beaucoup de choses qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Et là, alhamdoulilah, on trouve tout. Tout dont on a besoin, on le trouve. Pour le restaurant, c'était pas moi la première à créer ce restaurant. C'était une autre Marocaine, elle est de Marrakech. Et là, bon, comme elle a eu un enfant, elle voulait rester chez elle, s'en occuper de son bébé. Elle m'a demandé si je voudrais prendre le restaurant. Je n'ai pas hésité. Tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Devenue restauratrice, Halima ne perd pas de temps à développer son activité. Certains de ses clients lui réclament des plats maliens, elle les inclut sur la carte en un battement de cils. Pour satisfaire les gens, il faut s'adapter à leurs souhaits. Comme tous les matins, elle se rend elle-même au marché central de la ville pour faire ses courses. Mes copines, là où j'ai l'habitude d'acheter mes légumes, elle, c'est mon homonyme, elle s'appelle Halima. Halima, c'est la vendeuse. Halima Mzaouline est appréciée dans le coin. Les vendeuses connaissent ses habitudes et ses produits de prédilection. Elle est aussi réputée pour son sens du marchandage. Difficile de lui résister. C'est beaucoup, hein. 750. 750 si tu veux. Non, 750. Tout est minuté. Les courses doivent prendre fin vers 10h30 pour un retour en cuisine 1 heure après au plus tard. C'est ainsi tous les jours. Le rituel l'amuse et elle peut ainsi veiller à la qualité des plats servis à sa clientèle. Je fais le riz au gras et le riz à la sauce, soit au poisson, soit à la viande. 2 fois par semaine, mais en même temps on mélange. Je mélange avec la cuisine marocaine parce qu'il y a beaucoup de clients qui me demandent s'il y a le riz aujourd'hui.
Il me demande. Donc on est obligé de le faire. Problème, Inch'Allah, Kambek. Il y a le poisson ici, il y a le poulet. C'est chez lui que j'achète le poisson. 2 kilos. Ça fait combien? 1500 têtes. Dernière étape avant de rentrer, l'achat de la viande pour ses tagines. Là encore, Halima a ses fournisseurs attitrés. C'est le cas de Koulibaly, chez qui elle s'approvisionne depuis plus de 20 ans. Là, je peux acheter 3 à 4 fois par semaine, hein, parce que quand je cuisine, la cuisine marocaine, elle est toujours demandée. Donc, j'achète beaucoup de viande avec lui. Là, c'est la viande de bœuf. Et je demande toujours une bonne viande. On essaie toujours d'avoir la viande sans graisse. Et là, je le vois, il m'a mis un peu de graisse que je vais échanger. Je vais échanger. Vraiment, ils sont gentils, même s'il n'y a pas de problème avec eux. Il y a trop de graisse. Oui, ça là. Tu sais, même, j'ai... Hein? Comme ça seulement. C'est bon. Hein? Là, ça fait combien? 12 500. Ok, d'accord, voilà 15 000, tu me donnes la monnaie de... Les affaires ont été bonnes, direction le Marrakech pour le lancement des plats de la journée. Depuis son arrivée, il y a 37 ans de cela, Halima en a vécu des choses. En la voyant évoluer avec tant d'aisance dans les rues bamakoises, on pourrait presque oublier qu'elle a grandi à Rabat. Tout est dans la tête et on se construit une vie là où l'on choisit de le faire, répète-t-elle à qui veut l'entendre. On la croit sur parole. Son restaurant est proche du nouveau quartier d'affaires de Bamako. Hormis les membres de la communauté marocaine, l'établissement est fréquenté par de jeunes cadres travaillant dans les environs et soucieux de bien manger. Halima est secondée par Malika. Cette autre Marocaine s'est embarquée dans l'aventure à ses côtés. Les deux femmes se considèrent plus comme des sœurs que comme des collègues. Inséparables, elles ont le même cercle social et s'arrangent également pour voyager au Maroc ensemble durant l'été. Engagée pour sa maîtrise de la gastronomie marocaine, Malika a appris la cuisine malienne en parallèle pour répondre à la demande. قالت لي خصنا نديروا شي حاجه ما نبقاوش غير جالسين في الدار واش يمكن لك نخدم انا وياك نحلوا ريستورا وانتي طيبي وانايا نكونوا مع بعضياتنا وداك الشيء قلت لها ما كاين حتى شي مشكل. Engagée pour sa maîtrise de la gastronomie marocaine, Malika a appris la cuisine malienne en parallèle pour répondre à la demande. كنطيبوا كل شيء كنديروا طاجين مغربي طاجين الحوت لحم برقوق الدجاج محمر بسطيله بريوات شباكيه داكشي رمضان كله كنصاوبوا كنديروا الماكله افريقيه تيجيت وتعلمتها كندير الماكله افريقيه 100% كنعرف لها مزيان الحمد لله. Aujourd'hui est aussi un jour de fête. Halima et Malika sont invitées à l'autre bout de la ville par la doyenne de la communauté, Haja Drissia. Chaque mois, cette dernière réunit dans sa maison quelques amis à elle autour d'un repas typique. C'est l'occasion de se retrouver, d'échanger et surtout de passer un bon moment. Tenue traditionnelle, couscous et douceur du pays, il n'en faut pas plus à ces femmes pour avoir l'impression de voyager à Rabat, Casablanca, Marrakech ou Fès le temps de quelques heures. Là où on est chez une Marocaine, Madame Haïdara Drissia. Et ça fait des années qu'elle est là, elle est presque la doyenne. Et une fois par mois, on se rencontre chez elle. Moins grande que celle du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, la communauté marocaine du Mali reste néanmoins très bien intégrée dans son pays d'accueil. Alhamdoulilah, كاينه واحد الجاليه مغربيه مهمه في مالي ما نقدرش نقول العدد ولكن تبارك الله الحمد لله كاين عائلات كثيره هنايا مزوجين دي ماليان عندنا وليداتنا ناسيوناليتي الحمد لله مغربيين ماليين عايشين الحمد لله. Pour celles qui ont des enfants en bas âge ou des adolescents, ces rassemblements permettent de leur transmettre un peu de leur culture, à défaut de pouvoir se rendre au Maroc plus souvent. Le grand problème qu'on a au Mali, c'est le billet. Ce n'est pas toutes les femmes qui se permettent d'aller chaque année au Maroc parce qu'il y en a qui ont 2, 3, 4 enfants. Donc le billet est excessivement cher. Si on n'arrive pas à aller chaque année au Maroc, on crée l'ambiance avec toutes les femmes qui sont là.
On essaie d'oublier, mais c'est pas facile d'oublier le Maroc. Malgré que moi, ça fait 36 ans que je suis là, mais j'ai toujours en tête le Maroc. Si elle ne devait choisir qu'un seul endroit à Bamako, ce serait probablement le marché artisanal, pour tout le savoir-faire qu'il renferme. C'est l'un des premiers lieux qu'elle a visité en arrivant et il est resté son préféré. Un collier, un collier. À quelques différences près, ce temple des bijoux, des instruments de musique et autres jeux traditionnels s'apparente assez au bazar marocain. Là, je suis au cœur de Bamako, c'est l'artisanat malien. De temps en temps, je viens pour choisir des colliers pour que j'amène au Maroc comme souvenir. Quand j'amène pour mes nièces des choses artisanales, ça leur plaît. Et comme cadeau. C'est rempli, c'est la peau de crocodile. Cette fois-ci, elle n'achètera rien. Ce sera juste pour le plaisir de déambuler dans les ruelles du marché en se rappelant ses premiers souvenirs à Bamako, ses impressions, mais aussi ses rêves de jeune femme, il y a 37 ans de cela. Les enfants? De père malien et de mère marocaine, Lamia Diarra est à la tête d'une entreprise de revêtement en béton. Elle a su profiter d'une restructuration urbaine lancée il y a 11 ans pour se faire un nom. Aujourd'hui, cette femme d'affaires est très sollicitée dans son domaine. Travaillant aussi bien avec le privé que le public, elle prévoit d'étendre son activité à d'autres villes du pays. Si Lamia ne manque pas d'ambition, elle tient tout de même à être présente pour ses fils, Shayan, Hazan et Ziryab. Leur père, d'origine pakistanaise, est souvent en déplacement, alors Lamia essaie de passer un maximum de temps en leur compagnie. Pour apprendre les petits déjeuners avec mes enfants, même si je suis hyper occupée, même si j'ai des rendez-vous, c'est des moments, surtout quand leur papa n'est pas là, ce sont des moments privilégiés et je ne veux pas que les enfants se sentent délaissés. Le petit déjeuner pris et les recommandations faites, Lamia peut à présent se rendre à sa fabrique située à une demi-heure de chez elle. Elle y emploie une dizaine d'ouvriers. Généralement, les clients prennent contact avec elle pour passer commande et une fois l'accord conclu, Lamia peut lancer les opérations. On est très loin de l'époque où elle gérait son marketing toute seule et se déplaçait sur les chantiers de construction pour distribuer catalogues et échantillons. Maintenant que son entreprise est connue, les gens viennent à elle directement. Selon Lamia, le marché a connu une forme de récession ces 2 dernières années. C'est sans compter la concurrence déloyale exercée par certaines entreprises. Pour surmonter l'une et l'autre, elle a réadapté ses prix et proposé de nouveaux produits. Il n'en fallait pas plus pour fidéliser sa clientèle, déjà convaincue par son sérieux et la qualité de son travail. Des valeurs qu'elle partage avec son staff. Toutes ces personnes sont avec elle depuis le début. La plus grande fierté de Lamia est d'avoir pu garder la même équipe. Une équipe dévouée qui lui donne envie d'aller de l'avant. C'est un compatriote marocain qui m'a conseillé ce projet et j'ai fait monter l'entreprise. On a commencé par une tuilerie et j'ai pu développer l'activité, arriver à produire des pavés, des revêtements pour le sol de l'extérieur, tels que les pierres décoratives, les bordures, les portures pour les arts et plusieurs décorations. C'est des produits en béton, c'est-à-dire du ciment. Seule femme de la bande, Lamia a fait du béton son quotidien et c'est sans regret, parce qu'elle ne se voit nulle part ailleurs. Une femme parmi tous ces hommes, ça ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, il y a des gens qui sont là depuis l'ouverture, depuis la création de l'entreprise, donc on devient une famille. Il suffit tout simplement d'être humain et compréhensif. Et là, ça évite beaucoup de choses. Ça me simplifie la gestion. L'autre de ses atouts, c'est qu'elle dispose toujours d'une grande réserve de marchandises. Lamia n'est jamais à court et peut toujours répondre aux demandes les plus pressantes. La businesswoman a appris sur le tas. D'une année à l'autre, elle a peaufiné son savoir au point de devenir une référence au milieu de professionnels qui étaient là bien avant. C'est aussi par souci d'indépendance qu'elle a préféré monter sa propre affaire plutôt que de s'associer avec son époux dans l'exploitation minière. Bien entendu, elle ne compte pas s'arrêter là. Lamia a de nouveaux projets qu'elle s'apprête à mettre sur les rails d'ici quelques mois. J'ai l'intention encore de développer l'entreprise tout en cherchant des nouveaux motifs, des nouveaux matériaux de production.
pour être plus original et pour encore donner de nouveaux produits à mes clients sur le marché. En parlant de clients, Lamia doit rencontrer un architecte avec qui elle collabore depuis déjà plusieurs années. Ils sont sur un gros chantier en ce moment et comme d'habitude, elle va devoir être à la hauteur des différentes attentes. Ce client est l'un des premiers à lui avoir fait confiance. À l'époque, il était peu commun de voir une femme œuvrer dans les BTP et c'était encore plus difficile d'éliminer certaines idées reçues. Sur le conseil d'un technicien, la jeune femme d'affaires s'est rendue chez lui à ses débuts pour faire la promotion de son activité. Quelque chose dans le mode opératoire de Lamia Diarra a convaincu Moussa Traoré. L'architecte n'a pas eu tort de croire en celle qui est devenue sa fournisseuse attitrée et l'a même recommandée à d'autres personnes. Bénéficiant d'une solide réputation à Bamako, il n'a pas eu de mal à booster la carrière de l'entrepreneuse. Concernant le chantier en cours, Lamia aura à livrer des revêtements pour de grosses surfaces et dans un délai assez serré. Toutes les finitions du projet reposent sur ses épaules. C'est un grand projet immobilier sur lequel je dois fournir jusqu'à 4000 m² en revêtement du sol. Concernant les tuiles, je dois fournir 800 m². Il faut compter jusqu'au mois de mars où je dois finir complètement la livraison. Et je dois respecter le délai. Nous avons choisi de travailler avec la société SK pour beaucoup de raisons. Donc il y a les produits, une gamme de produits réellement très variés et de très bonne qualité. Et non seulement ça, et aussi sur elle-même, sa propre personne, pour le respect et la ponctualité dans les délais. Quand il y a une livraison qui est commandée, et ça fait très très longtemps d'ailleurs qu'on travaille ensemble, et sur la qualité du travail, il y a beaucoup de choses. Les clients ne sont pas revenus se plaindre. Mais là, de plus en plus, on a vraiment en face des femmes qui sont entrepreneuses réellement et qui se chargent vraiment de travailler dans ce sens-là. Et pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, elles sont 3 dames sur le marché. Et je dirais qu'elle n'est pas la dernière parmi les 3. Quand son mari est absent, Lamia fait sortir toute la tribu pour manger dehors. Sa manière à elle de rompre avec la routine et de distraire les plus petits. D'ailleurs, après une journée comme celle-ci, hors de question de se remettre au fourneau. Mieux vaut laisser à chacun la possibilité de manger ce qu'il aime. Son père et des amis se sont joints à elle pour l'occasion. El Haj Abdallah Diarra, le papa de Lamia, a gardé de très bons souvenirs du Maroc où il a passé plusieurs années. Toujours très nostalgique, il ne tarit pas d'éloges sur son pays de cœur et les gens qu'il y a rencontrés. Le Maroc me manque beaucoup parce que vraiment j'avais tissé de bonnes relations là-bas avec les Marocains. En tant que fonctionnaire, je faisais même du commerce et j'ai eu à connaître beaucoup d'industriels marocains, tels que Bel Bacha qui faisait le jean, Abou Zineb qui faisait les chaussures. Et vraiment, j'avais pas mal de relations avec les étudiants marocains aussi qui ont terminé la même année avec moi. La joie et la bonne humeur sont au rendez-vous. C'est le moment de relaxer en compagnie de la famille et des proches. On se raconte les dernières nouvelles, on planifie les prochaines retrouvailles et on regarde aussi les enfants grandir puis prendre leur espace. Au final, le bonheur tient à peu de choses. Parlons musique à présent avec une chanteuse très douée. Surnommée la petite Dogone en référence à son ethnie, Déné Issebéré s'est distinguée des autres artistes maliennes grâce à son timbre de voix très fluet et son répertoire mélange chant traditionnel, pop et folk. La différence a du bon puisqu'elle y a permis de gagner en notoriété, aussi bien dans son pays que sur la scène européenne. Mais écoutez donc. C'est en Algérie où elle a passé une bonne partie de son enfance et adolescence que Déné Issebéré se découvre une passion pour la chanson. Fille d'un écrivain, poète et d'une comédienne, la petite Dogone est très tôt bercée par les arts. Jouer avec sa voix est le principal centre d'intérêt de Déné, qui ne se prive pas de chanter partout et tout le temps. À l'époque, sa famille est à 1000 lieues d'imaginer qu'elle en ferait un métier ou que le succès serait au rendez-vous. La chanson, ça remonte à mon enfance. Parce que, d'autant que je me souvienne, j'ai toujours aimé chanter. Dès que j'avais un petit moment ou quand je m'ennuyais, j'avais rien à faire, je me mettais à chanter. Et en plus, ma mère, elle m'apprenait énormément de chansons, elle me faisait chanter tout le temps, quoi. Et même quand j'étais en classe, je chantais. Même à l'école, je chantais, ça m'a valu beaucoup de punitions. Donc à force de chanter un peu à gauche, à droite, comme ça, tout le temps, j'ai des amis qui ont commencé à me dire « Mais pourquoi tu fais pas chanteuse ?»
Je me dis, mais non, je ne peux pas être chanteuse. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Quand on voyait les chanteurs à la télé, toutes ces personnes là sur scène et tout ça, pour moi, ça paraissait complètement inaccessible, impossible. Même si cela lui semble irréaliste, quelque chose en elle lui dit de continuer, ne serait-ce que par amour de la musique. Quand on est rentré au Mali ici, pareil, je continue à chanter. Et puis là, il y a des personnes qui ont commencé à m'encourager aussi et à me mettre en contact avec des jeunes chanteurs. À cette période-là, c'était beaucoup de jeunes rappeurs en fait. Et on appelait ça la scène underground, donc différente de la scène des griots et tout ça. Et étant donné que je n'étais pas rappeuse et je n'étais pas griotte, il n'empêche que la seule place que j'avais, c'était d'aller chanter pendant les concerts de rap, donc sur la scène underground. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Avec le temps passant, à force de rencontres, j'ai un ami d'un groupe qui s'appelle Les Escrocs qui m'a dit « J'ai parlé de toi à une maison de disques, ils attendent une démo ». Donc moi, mes parents, ils m'ont toujours encouragée. À chaque fois que j'ai voulu faire des enregistrements quand j'étais plus jeune, c'est mon papa qui finançait ou ma maman qui finançait. Ils ont toujours été là. Ils n'ont jamais rien vu de mal à ça. Au contraire, ils m'encouragent énormément. Autodidacte, elle apprend également à jouer du piano pour composer ses chansons. La sauce prend très vite. Sa voix est atypique, son style aussi. Déné Issebéré n'a rien à voir avec les autres chanteuses de la place. Question de background. J'ai grandi en Algérie, dans un milieu plutôt européanisé, donc avec toute la musique pop-folk qui venait d'Europe et d'Amérique. Et j'étais baignée là-dedans dans mon enfance. Donc j'entendais bien sûr quelques chanteurs maliens, mais surtout précisément Salif Keita, que mon père écoutait en boucle à la maison. Donc forcément, je suis certaine que quelque part, ça agit sur ma façon de percevoir les choses. Mais Salif Keita, en écoutant bien aussi, c'est une espèce de fusion entre de la musique traditionnelle et de la musique pop-folk. Donc quand je suis rentrée au Mali, là je me suis rendu compte que je chantais vraiment trop européen. Et c'est là que moi, j'ai fait la démarche maintenant d'aller à la recherche de mes racines musicales africaines. Et plus précisément, Dogon, parce que mon père est de l'ethnie Dogon. Pour chanter, il faut une voix, un genre musical, du souffle, mais il faut aussi être en mesure de maîtriser son trac face au public. Jusqu'à présent, Déné Issebéré avait ses propres astuces pour rester zen, mais à la demande d'une vieille connaissance, elle va s'adonner à sa première séance de yoga Satyananda. Cette discipline est censée l'aider à améliorer sa respiration et à endiguer toute forme d'anxiété au moment de monter sur scène. Je n'ai jamais essayé le yoga simplement parce que je bouillonne beaucoup de l'intérieur. J'ai une énergie folle à l'intérieur qui peut être positive comme négative. Et donc j'ai toujours pensé que pour dégager tout ça, il me fallait faire des sports un peu plus costauds et dynamiques, type Zumba, aérobique. Et puis même à la limite, quand je faisais un sport assez calme, c'était marcher dans le parc aussi, pareil. Faire des tours et des tours et des tours et des tours de parc. Je ne pensais pas que le yoga puisse me calmer, voilà. Elle m'a dit que je pourrais gérer mon stress, que je pourrais travailler aussi sur mon souffle, chose dont j'ai besoin. Donc forcément, j'ai envie d'essayer. Je vais le faire. Méditation, respiration, mouvement. La chanteuse semble conquise par cette lenteur qui contraste avec son type de sport. Un conseil judicieux donné par quelqu'un qui la connaît et connaît son art. Sa musique me plaît parce que moi, je me considère comme malienne. Je vis au Mali depuis 50 ans. Donc, c'est vraiment une tradition qui m'est proche. Et j'aime bien sa voix. Je suis attirée par certaines voix et c'est le cas de la sienne. Parmi les choses qui ont fait le succès de Déné Issebéré, il y a ses prises de position sociétales. Très engagée, la jeune chanteuse n'hésite pas à dénoncer les travers de la société malienne et certaines traditions qu'elle juge dépassées ou cruelles. La polygamie, l'excision des petites filles, le mariage forcé. Chacun de ces morceaux renferme des messages progressistes à l'adresse de ses compatriotes. Les mots sont bien dosés, la musique harmonieuse, mais ne vous y trompez pas, il s'agit bel et bien d'une petite révolution que la Dogon, devenue grande, souhaite mener. À ses côtés, son guitariste et compositeur préféré, Yacouba Sissoko. Il l'accompagne et sait exactement quel rythme associer à sa voix. La première chanson qu'on a chantée avec Yakou s'appelle Imantoun. Ça veut dire console-toi, quelque part, ne pleure pas. Et en fait, je me suis mise dans la peau d'une jeune femme qu'on veut marier de force. Parce que le mariage forcé existe encore énormément ici. Et cette jeune femme, donc, s'adresse en fait à son amoureux. En lui disant « Ne t'inquiète pas, mon amour.
moi, je vais casser cette tradition, je ne vais pas accepter d'épouser l'homme que mes parents ont prévu pour moi. On a commencé le travail en 2003, simplement parce qu'il me comprend. Et je regarde, c'est là, lui, il comprend en fait où je vais, comment je chante, il connaît ma voix. Il sait où je suis à l'aise, où je ne suis pas à l'aise. Il sait ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire et ce que je saurais peut-être faire un jour ou ce que je ne saurais peut-être jamais faire. Il sait. Voilà, il sait. Et donc, tout va bien. Les chansons qu'elle chante, c'est que c'est des chansons qui ont des sens. Tu as vu, qui ont des sens, qui doivent être accompagnées avec une belle mélodie, avec un bel accompagnement. Donc quand tu veux apporter ta musique quelque part, donc il faut essayer d'adapter à une autre style que les gens puissent le comprendre. Déné est en préparation d'un nouveau tube malgré un contexte assez sensible. Les problèmes politiques qu'a connus le pays dernièrement se sont répercutés jusque dans l'industrie musicale qui accuse une baisse de régime. Pas mal de studios d'enregistrement ont dû fermer, mais la chanteuse ne se démonte pas pour autant. Elle est investie d'une mission, amorcer le changement dans son pays. Un objectif qu'elle partage avec sa sœur spirituelle, l'écrivaine Fatoumata Keïta. Tout aussi engagée qu'elle, Fatoumata a aidé Déné une fois dans la traduction de sa chanson en Bambara, le dialecte malien le plus répandu, afin qu'elle se fasse comprendre de la grande majorité. J'ai fait appel à Fatim il y a quelques années pour écrire une chanson sur un sujet assez compliqué à aborder ici au Mali, un sujet vraiment tabou, c'est le sujet de l'excision. Et je me disais qu'en faisant appel à Fatim, parce qu'elle a toujours ce côté très posé, très calme, même quand elle est en colère, elle reste très calme et maîtresse d'elle-même, je me suis dit que c'est la personne idéale pour m'aider à écrire une chanson avec les mots qu'il faut, pour faire passer le message qu'il faut, sans manifester trop de colère et sans que les personnes qui auraient à l'écouter ne se sentent agressées. Et je ne le regrette pas parce que ça a donné une chanson magnifique. Fatim, je lui ai dit en fait exactement tout ce que je voulais dire. Nous avons discuté parce que c'est un sujet aussi sur lequel elle écrit énormément. Nous avons d'abord discuté, je lui ai dit ce que j'aurais voulu avoir dans la chanson. Et un jour, elle est venue à la maison, elle avait écrit des paroles, elle avait même amené une mélodie. Et c'était juste incroyable. Fatoumata a connu Déné lorsqu'elle n'était encore qu'une adolescente. La romancière s'est tout de suite sentie proche de cette jeune fille volontaire ayant des rêves plein la tête. Voyant naître une réelle amitié entre elles, le père de Déné, lui-même écrivain et poète, les a encouragées à rester en contact et depuis lors, elles ne se sont plus jamais perdues de vue. Elle m'avait posé une question sur la polygamie parce que mon premier livre c'était Polygamie gangrène du peuple et elle m'avait posé la question sur la polygamie, pourquoi il faudrait qu'on choisisse la polygamie. Et je me souviens bien de ma réponse. Alors, ça me plaît de dire que son père me l'a confié parce que son père m'avait parlé d'elle avant que moi je ne la voie. En ces termes, j'ai ma fille qui veut chanter, mais ce que moi je veux pour elle, c'est d'étudier d'abord, d'avoir 2 diplômes. Il disait ça ce jour, qu'elle ait 2 diplômes avant de commencer à étudier. Et je pense que même si je ne serai pas là, tu vas veiller à ça. Heureusement que son père était déjà là quand elle avait fait ses albums. Lorsque son emploi du temps le lui permet, Déné aime se rendre au musée national où officie un autre artiste dont elle est proche. Alioune Ba est photographe, probablement l'un des photographes maliens qui s'exporte le mieux. L'ayant rencontré dans le cadre de sa musique, la jeune chanteuse lui demande à l'époque de l'initier à cet art. Il accepte de la prendre sous son aile. Alors en 1999 déjà, j'avais commencé à bosser sur mon premier album. Et en fait, la maison de production avait besoin de photos de moi pour l'album. Et pendant que le photographe me prenait en photo, je lui ai dit mais moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe quand tu as fini de me prendre en photo, qu'est-ce que tu vas faire pour développer tout ça? Ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais apprendre. Et là, il m'a mis en contact avec Alioune Ba. Et donc, à la suite de ça, j'ai passé quasiment 6 mois ici avec Alioune à faire de la photo, à développer de la photo. Pour Déné, cette formation auprès d'Alioune Ba fut un réel privilège. Elle aura beaucoup appris à ses côtés. Moi, j'aime bien passer avec toutes les machines, les bains, et puis laisser sécher la photo, prendre le temps dans la chambre noire, quoi. Je trouve ça passionnant. Même si leurs talents s'expriment différemment, Déné et Alioune se rejoignent sur le contenu de leurs œuvres. Elles prennent l'évolution en chantant, il utilise le corps comme support de messages humanistes.
demandé à Déné de créer une chanson et qu'on me demande de préparer une exposition. 90%, tous les deux, nous nous retrouverons sur l'actualité qui est aujourd'hui la paix au Mali. C'est sûr qu'on va se retrouver sur ce thème. Et c'est ainsi que tout le temps durant, nos trucs, nos thèmes se sont croisés par-ci, par-là, par le vécu, le quotidien. C'est ce qui nous pousse vers une thématique. Rendu célèbre par ses albums, Déné Issebéré a voulu se servir de sa notoriété pour défendre une cause importante à ses yeux. Elle est donc devenue marraine d'une ONG de prévention et traitement du diabète. L'organisme est axé sur les enfants défavorisés auxquels elle fournit des médicaments. Donc moi, avec la vente de mes CD déjà, il y a toujours une somme symbolique qui est reversée à l'ONG par CD vendus, histoire de pouvoir soutenir ces familles un peu en détresse, acheter de l'insuline pour les enfants. Et la deuxième chose, c'est qu'on organise pas mal d'événements, de concerts de charité, où on demande justement aux gens de nous apporter leur aide. La chance que j'ai, c'est d'avoir justement la possibilité d'être vue, d'être une personnalité connue, d'avoir une voix qui est entendue. Donc je me suis toujours dit que si j'avais la chance un jour d'être connue, je le mettrais forcément à profit de causes sociales. Et donc le fait qu'une chanteuse fasse appel justement à son public en leur demandant d'apporter des dons pour aider des enfants malades, en général les gens réagissent très très bien. Ce volet social lui tient à cœur et la chanteuse n'a pas hésité à lui donner une priorité. C'est une des rares artistes aujourd'hui qui a accepté de s'engager sur cette maladie. Il y a peu d'artistes qui s'engagent pour le diabète. On ne sait pas trop pourquoi. On a discuté sur ce point-là qu'elle soit vraiment marraine de l'association et fasse des actions pour soutenir l'accès à l'insuline et l'accès justement à la vie. Parce que quand on parle d'insuline pour des enfants qui ont du diabète, c'est l'accès à la vie, parce que sans insuline, ils meurent. Artiste au grand cœur, citoyenne engagée et féministe, la petite Dogon a bien grandi. Devenue une valeur sûre de la musique malienne New Age, Déné Issebéré a mis son talent au service de son public et des plus démunis. C'est son amour du rythme qui l'a poussé à réaliser son rêve, et c'est son amour des gens qui continue de l'alimenter. Et voilà, c'est la fin de notre escapade bamakoise. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures et une nouvelle destination ensoleillée. Prenez soin de vous. Des bisous!